Je m'appelle Kendra, j'ai 27 ans. Le jour où mes parents m'ont demandé de venir dans le salon, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Ils avaient cette voix précautionneuse, celle qu'ils prennent quand la décision est déjà actée et qu'il ne reste plus qu'à l'annoncer. Ma sœur Mélissa était assise à côté d'eux sur le canapé, impeccable comme toujours, les yeux rivés sur son téléphone, comme si tout ça ne la concernait absolument pas. Moi, je suis resté debout, les bras croisés, me préparant mentalement à la prochaine comparaison. Ils ne sont pas passés par 4 chemins. Mon père s'est raclé la gorge et a déclaré qu'ils avaient décidé d'aider leurs 2 filles à bien démarrer dans la vie. Ma mère affichait un sourire crispé, persuadée que j'allais trouver ça généreux. Puis la nouvelle est tombée. Mélissa allait recevoir un appartement flambant neuf en plein centre-ville. Immeuble moderne, ascenseur, salle de sport, sécurité 24h24, tout y était. Ma sœur a enfin levé les yeux de son écran, déjà en train de s'imaginer là-bas. Ensuite, ma mère s'est tournée vers moi. Ils allaient me donner une maison. Pendant une fraction de seconde, une étincelle d'espoir a brillé en moi. Une maison, c'était grand, stable, définitif. Peut-être que, pour une fois, ce serait équitable. Puis ils m'ont montré l'adresse. Et les photos. L'espoir s'est éteint instantanément. Les murs étaient fissurés, les fenêtres brisées, le toit affaissé. Des mauvaises herbes plus hautes que moi envahissaient le jardin. On aurait dit une bâtisse abandonnée, oubliée même par la ville. Ma mère s'est empressée d'ajouter que la maison avait du potentiel et que moi, j'étais la fille pragmatique. Donc ça me correspondait mieux. Mélissa, elle, avait besoin de quelque chose de sûr, prêt à vivre. Ces mots se sont gravés dans ma mémoire. Mes parents m'ont donné une vieille maison délabrée, et à ma sœur un appartement tout neuf. Je voulais protester. Hurler que ce n'était pas juste. Que je travaillais tout autant. Que je n'avais jamais demandé moins. Mais l'habitude d'être la fille raisonnable a pris le dessus. J'ai hoché la tête. Je les ai remerciés. J'ai encaissé. Les papiers ont été signés rapidement. La maison était à mon nom. Pas de loyer, pas de crédit. À moi. L'appartement de Mélissa, lui, était entièrement payé par eux. Meublé, décoré. Ma mère avait même choisi les rideaux. Une semaine plus tard, j'emménageais. La première nuit, la pluie s'est infiltrée par le plafond, tombant dans un seau posé au milieu du salon. Le chauffage ne fonctionnait pas. Les planchers grinçaient comme s'ils se plaignaient de ma présence. Je me suis tenu là, dans l'obscurité, entouré de poussière et de silence. Et je me suis répété que c'était quand même un début. J'ai pris 2 emplois. La journée, je travaillais au bureau et j'économisais chaque centime. Le soir et les week-ends, j'apprenais à réparer. Tutoriel, outils empruntés, doigts écorchés. J'ai réparé le toit morceau par morceau. Rebouché les murs. Nettoyé des années de déchets accumulés dans le jardin. Petit à petit, la maison a changé. Les mois ont passé. Puis une année. La ruine est devenue un foyer. Pas luxueux, mais solide. Chaleureux. Mérité. J'ai planté un petit potager derrière. Rénové les sols moi-même. Transformé l'ancien porche cassé en une petite véranda lumineuse. C'est là que mes parents ont demandé à venir voir. Ma mère est entrée, et s'est figée. Son regard parcourait les murs propres, la lumière traversant les nouvelles fenêtres. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Pas de fierté. Plutôt un calcul silencieux. Mon père, lui, est resté muet, la mâchoire serrée. Mélissa n'était pas là. Mais je pouvais déjà entendre sa voix dans ma tête. Puis ma mère a parlé. On reprend cette maison. Elle appartient maintenant à ta sœur. Tu as 48 heures pour partir. Je l'ai fixée, attendant qu'elle plaisante. Elle ne plaisantait pas. Elle a expliqué que l'appartement de Mélissa était trop petit comparé à ça. Que les biens familiaux devaient être rééquilibrés. Elle disait ça comme si c'était logique. Évident. Je lui ai rappelé que la maison était légalement à moi. Elle a balayé l'argument d'un geste. La paperasse, ça se règle. Mon père évitait mon regard. Ça m'a blessé plus que ses paroles. 2 jours plus tard, Mélissa est arrivée. Camion de location mal garé devant la maison, carton dans les bras, assurance débordante.
Elle parlait déjà de l'emplacement de son canapé, des couleurs qu'elle voulait repeindre. Puis elle est entrée complètement. Et elle s'est arrêtée net. Son visage est devenu blanc. Son sourire a disparu. Ses yeux passaient des murs au sol, des fenêtres au plafond. Ce qu'elle voyait n'était pas juste une jolie maison. C'était quelque chose qu'elle ne pouvait ni s'approprier, ni revendiquer. Deux réalités identiques existaient en même temps. Je n'osais plus parler de ma confusion. J'avais peur que les gens pensent que je devenais folle. Un soir, je suis resté dans l'embrasure de la porte de la chambre, regardant mon mari dormir. L'homme à côté de moi semblait paisible, aimant, parfaitement normal. Et pourtant, quelque part dans la ville, un autre homme avec le même visage luttait pour sa vie. J'ai commencé à remarquer de petites choses. Rien de vraiment suspect. Juste, différent. De minuscules pauses avant de répondre. Des expressions légèrement inhabituelles. Mais chaque fois que le doute apparaissait, il faisait quelque chose de tendre qui l'effaçait. Je me disais que j'imaginais tout. Mais une question devenait de plus en plus forte dans mon esprit. Qui est mon vrai mari? Les semaines ont passé sans réponse. Puis un soir, ma sœur m'a appelé à nouveau. Sa voix était différente cette fois. Sérieuse. Prudente. Sophia, je crois que j'ai trouvé quelque chose que tu dois voir. Et à cet instant, j'ai senti que ma vie allait encore basculer. Elle m'a demandé de venir à l'hôpital seule. Sans prévenir personne. Surtout pas mon mari. La façon dont elle l'a dit m'a glacé le sang. Ce soir-là, j'ai dit à Daniel que j'allais voir une amie, et j'ai conduit directement à l'hôpital. Ma sœur m'attendait dans son bureau. Elle a verrouillé la porte avant de parler. Je ne devrais probablement pas faire ça, mais tu mérites de connaître la vérité. Elle m'a tendu une tablette. Sur l'écran, il y avait des images de vidéosurveillance d'une clinique médicale privée. La vidéo datait de plusieurs mois auparavant. Un homme entrait dans la clinique avec une casquette et un masque. Quand il les a retirés, mon souffle s'est arrêté. C'était Victor. Le meilleur ami de Daniel. Quelqu'un qui était venu plusieurs fois chez nous. Quelqu'un en qui nous avions confiance. La vidéo continuait. Les médecins le préparaient pour une opération. Puis une autre séquence est apparue. Des bandages. Des salles de récupération. Des notes médicales. Et peu à peu, son visage changeait. Opération après opération. Jusqu'à ce qu'il ressemble exactement à Daniel. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber la tablette. Ma sœur a murmuré. Cette clinique est spécialisée dans la reconstruction faciale. Victor y a subi une chirurgie de transformation d'identité. Mon monde s'est effondré. L'homme qui vivait dans ma maison, celui qui dormait à côté de moi, n'était pas mon mari. Les larmes ont coulé sur mon visage. Je repensais à chaque dîner, chaque conversation, chaque moment où je lui avais fait confiance. J'ai eu la nausée en réalisant que j'avais partagé ma vie avec un étranger. Ma sœur a continué. La victime de l'accident, celui qui est à l'hôpital, c'est le vrai Daniel. Et l'accident n'était pas un hasard. Tout indique qu'il a été planifié. Elle a pris une inspiration profonde.
Victor était obsédé par toi depuis des années. Les dossiers montrent qu'il était amoureux de toi, et qu'il connaissait aussi tes propriétés et tes parts dans l'entreprise. Mes mains tremblaient. Il ne voulait pas seulement le visage de Daniel, a-t-elle dit doucement. Il voulait sa vie, et toi avec. J'ai pleuré longtemps. Pas seulement de peur, mais aussi de culpabilité. Sans le savoir, j'avais aimé le mauvais homme. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je ne le confronterai pas. Pas encore. Je suis rentré chez moi et j'ai agi comme si tout était normal. J'ai souri. J'ai préparé le dîner. J'ai parlé comme si rien n'avait changé. Il ne s'est douté de rien. Pendant plusieurs semaines, j'ai rassemblé des preuves en silence, messages entre Victor et les chirurgiens, transfert d'argent, vidéos de surveillance, chronologie, dossiers médicaux. Chaque pièce du puzzle. Puis le jour est arrivé. Il avait insisté pour une réunion juridique afin de finaliser l'autorité financière sur mes biens. Il croyait que son plan était terminé. Nous étions assis dans une salle de conférence avec des avocats. Victor souriait avec confiance à côté de moi. Les documents ont été posés devant nous. J'ai pris le stylo. Je me suis arrêté. Puis j'ai dit calmement. Avant de signer, j'aimerais que tout le monde regarde quelque chose. L'écran derrière nous s'est allumé. La vidéo de la chirurgie a commencé. Le sourire de Victor a disparu instantanément. Son visage est devenu blanc. Il s'est levé pour parler. Mais la porte s'est ouverte. Des policiers sont entrés. La salle est devenue silencieuse. Preuve après preuve. Fraude d'identité. Tentative de meurtre. Usurpation d'identité. Manipulation psychologique. Il a essayé de nier, mais il n'avait plus aucune échappatoire. Il a été arrêté ce jour-là. Quelques mois plus tard, le tribunal a rendu son verdict. Prison à vie. Pour avoir planifié l'accident de mon mari et pour avoir vécu sous une identité volée afin de me manipuler et m'exploiter. Quand je suis retourné à l'hôpital, le vrai Daniel s'était enfin réveillé. Je lui ai tenu la main, et j'ai pleuré plus fort que jamais. Mais cette fois, ce n'était plus de peur. C'était du soulagement. Parce qu'après des semaines de doute, je savais enfin qui était mon véritable mari. Et l'homme qui avait tenté de voler ma vie avait tout perdu. N'oublie pas de t'abonner. Merci.